À la une ce soir, la crèche de Saint-Pierre vandalisée cette nuit. Un incendie d'apparence criminelle a ravagé une partie de la structure. Une enquête a été ouverte. Les locaux sont restés fermés au public aujourd'hui. La visite de la délégation ministérielle s'est poursuivie aujourd'hui en Martinique. Annick Girardin, Muriel Pénicaud et Jean-Marc Mormec sont allés à la rencontre des lycéens de Dillon. Objectif, rencontrer de potentiels futurs entrepreneurs. Une délégation qui s'est rendue dans l'après-midi au CFA de Rivière-Salée et les représentants du gouvernement ont pu découvrir le projet de la Chambre de métiers de l'artisanat, une cité du goût et des saveurs. Enfin, J-1 avant la dernière plénière de la CTM pour l'année 2017. L'absence de questions budgétaires prévues à l'ordre du jour inquiète l'opposition et était déjà dénoncée la semaine dernière par Claude Lise, président de l'Assemblée de Martinique. Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver dans cette tranche info que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. Qui a vandalisé la crèche municipale de Saint-Pierre et surtout pourquoi? Une question à laquelle tentent de répondre depuis ce matin les enquêteurs de la gendarmerie nationale. Un incendie a ravagé le bureau de la directrice hier soir et selon les premiers éléments, il s'agirait d'un acte volontaire. Aujourd'hui, le personnel est choqué et bien évidemment, les locaux sont restés fermés au public. Voyez ce reportage de Jean-Marc Dabreu. Les techniciens de l'identification criminelle à pied d'œuvre au lendemain de l'incendie qui a ravagé une partie de la crèche municipale de Saint-Pierre. Dans cet amas de feuilles, de fournitures et de meubles carbonisés, les gendarmes recherchent le moindre indice permettant de confondre les malfaiteurs. Ils auraient agi hier soir vers 23 h, selon le témoignage de cette voisine. On rentrait, mon fils et moi, quand il se garait, j'ai entendu un bruit. Alors comme il y a un petit fou là, j'ai cru que c'est lui qui faisait ça. Je suis allé regarder, c'était pas lui. Et puis c'est Simba, l'un des petits policiers, tu sais les petits policiers là, qui est venu m'appeler. Madame Arlette, viens et le feu est pris à la crèche. La vitre du bureau de la directrice a été vandalisée. C'est dans cette pièce que le feu serait parti. Donc ce matin, en arrivant, on constate les dégâts. Donc j'ai tout perdu dans le bureau, toutes les archives, tous les papiers. L'ordinateur n'est plus là, la tour n'est plus là, l'écran n'est plus là. Mes tablettes avec mon instrument de travail sur lesquels je pouvais enregistrer les enfants ont disparu. Sur mon bureau, il y a un couteau. Donc, qui provient de la cuisine probablement. Le mec qui part ça. Si le caractère volontaire de l'incendie est une certitude pour le personnel, difficile de comprendre les raisons d'un tel acte. Je ne m'attendais pas à trouver la crèche dans cet état. Vraiment, je suis très peinée. Nous sommes dans une structure qui accueille des enfants. Nous ne sommes pas riches. Donc pourquoi faire ça je ne comprends pas. Nous ne comprenons pas qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi ce geste? Les 40 enfants qui occupaient la crèche municipale ont été renvoyés chez eux. Aucune date n'a été avancée pour la réouverture. Elle devrait se faire après des travaux de nettoyage et d'électricité. Je ne sais pas quelle solution pour l'instant les parents trouveront, mais nous justement on essayait de faire un Noël. Le Noël était prévu pour vendredi, mais nous le ferons quand même dans une autre salle d'école. Mais les enfants ont un Noël quand même cette année. Cet incendie est un coup dur pour la municipalité. La crèche venait d'ouvrir il y a tout juste un an, après une longue période de rénovation. Revenons maintenant sur la visite des ministres de l'Outre-mer, du Travail et du délégué interministériel de l'égalité des chances des Français d'Outre-mer qui sont chez nous depuis ce week-end. Annick Girardin, Muriel Pénicaud et Jean-Marc Mormec se sont rendus ce matin au lycée de Dillon à la rencontre de potentiels futurs entrepreneurs. Le choix de l'établissement dans un quartier populaire ne s'est pas fait par hasard puisqu'il était surtout question d'encourager les volontaires et de susciter des vocations. Voyez ce reportage d'Alizé Lutran et de Michelet François. Aujourd'hui en Martinique, 1 jeune sur 2 est au chômage, un chiffre alarmant. Pour inverser la courbe, la ministre du Travail entend favoriser au plus vite l'accès à la formation. Nous avons discuté hier avec le président de la CTM et dès janvier, dans le cadre du plan d'investissement compétences et dans le cadre de la réforme de l'apprentissage de la formation professionnelle que je mènerai, les députés, les sénateurs nous soutiennent là-dessus, en 2018, nous allons commencer dès le début d'année à faire des opérations pilotes, notamment dans des métiers, ce qu'on appelle les métiers en tension, c'est-à-dire des métiers où on cherche aujourd'hui du monde en Martinique, je pense dans le numérique, dans la révolution numérique, mais c'est vrai aussi des métiers autour de la mer. C'est vrai dans le domaine du vieillissement de la population, on a commencé à identifier, et on va identifier des secteurs qui, oui, recherchent de la compétence. C'est là-dessus qu'on va mettre le paquet pour la formation des jeunes.
Un accompagnement des jeunes vers la formation qui s'opère dès le lycée, comme ici à Dillon, et ce, quelle que soit sa condition sociale. C'est le message que Jean-Marc Mormec, ancien boxeur professionnel, a tenu à faire passer aux élèves en prenant comme exemple son propre parcours. Raconter un peu ma carrière, comment j'ai été, comment j'ai gravé les échelons, mais à un moment donné, comment peut-être qu'aussi je me suis vu un peu trop beau et quand j'ai perdu et comment on fait pour se rattraper. Je veux dire, la vie elle est faite de beaucoup de choses, d'aléas, de bonnes et de mauvaises choses. Si on a dans ces quartiers prioritaires et difficiles de la ville, par exemple ils ont envie de faire un bac S, eh ben, c'est pas qu'on leur dise non vous ne pouvez pas le faire, c'est eux ils pensent qu'ils peuvent le faire, c'est que eh ben, ils n'ont qu'à y aller, mais il faut travailler. Il ne faut pas avoir peur de travailler. On peut tous accéder à nos rêves. Avec des difficultés, bien sûr, mais c'est la volonté qui amène à accomplir les choses. L'association 100 000 entrepreneurs accompagne toute l'année les jeunes entre 13 et 25 ans dans leur envie d'entreprendre. Mais il faut d'abord pallier certaines difficultés. Cette dynamique entrepreneuriale existe. La difficulté, c'est la pérennité des entreprises. On a un très grand nombre d'entreprises qui, au bout de 3 ans, ferment les portes. Donc l'objectif, c'est de sensibiliser les jeunes très tôt à ce qu'est le monde de l'entreprise et qu'ils soient armés le mieux possible pour que, quand ils se lancent, ils aient tous les éléments pour durer. Le meilleur moyen de parler de l'entreprise et de la gestion de projet, c'est de faire appel à des entrepreneurs qui eux-mêmes ont connu ce parcours. Et donc on organise des interventions entre des jeunes et des chefs d'entreprise qui pendant 1h30, 2h viennent témoigner auprès des jeunes de ce que c'est que gérer une entreprise et de porter un projet. La matinée de rencontre s'est soldée par la signature d'une convention entre l'Académie et l'association 100 000 entrepreneurs. Un premier pas pour développer les relations entre les écoles et les entreprises du territoire. Et la visite de la délégation s'est poursuivie cet après-midi au CFA de Rivière-Salée. Une occasion pour les représentants du gouvernement de prendre connaissance du projet de Cité du goût et des saveurs présenté par la Chambre de métiers et de l'artisanat. Un concept qui devrait prendre la forme d'atelier qui mettrait en valeur notre savoir-faire local. Une formule qui a été testée dès aujourd'hui par les ministres. Voyez ce reportage d'Alizé Lutran et de Michelet François. Toc vissé sur la tête, les ministres se sont glissés dans la peau d'apprentis pâtissiers. Une discipline qui n'est d'ailleurs pas étrangère à Annick Girardin, la ministre des Outre-mer. Mes parents tenaient une boulangerie-pâtisserie et que ça m'est arrivé de regarder les pâtissiers travailler ou les boulangers. C'est pas comme ça qu'on devient effectivement boulanger ou pâtissier. Ça m'amuse aujourd'hui d'avoir cet atelier-là. Ça m'amuse de le faire avec mes collègues. Mais surtout, je crois que l'idée pour moi ici aujourd'hui, en partageant ces quelques minutes de travail, c'est de leur dire combien ils peuvent être fiers de leur travail, combien ils ont, eux, des dons. Leurs dons, ils sont 650 apprentis à les avoir développés et travaillés l'année dernière au CFA. L'artisanat est la première entreprise de Martinique qui emploie 17 000 personnes. Un savoir-faire local auquel la ministre des Outre-mer semble sensible et souhaiterait mettre en avant. Et je vois une Martinique qui souhaite se développer, qui souhaite monter son niveau d'excellence dans la région, puisqu'on sait qu'il faut être davantage attractif, notamment sur le volet touristique. Et ce type d'école, ce type de maison, ouverte d'ailleurs, pourquoi pas, à l'ensemble des élèves des Caraïbes qui pourraient venir des îles voisines. Il y a à la sortie des assises des projets qui me seront présentés dans ce domaine et dont on a entendu parler bien sûr depuis que je suis là, depuis donc 4 jours, mais aussi la ministre du Travail, parce que c'est ensemble, ministère du Travail et ministère des Outre-mer, qu'on pourra répondre, et ministère de l'Économie d'ailleurs, qu'on pourra répondre aux besoins du territoire et accompagner cette dynamique qui naît actuellement. Une cité du goût et des saveurs sous forme d'atelier thématique sera développée d'ici 1 an chez nous, au centre de formation de Rivière-Salée. Le projet est porté par la Chambre de métiers et de l'artisanat. Ainsi, les professionnels et le grand public notamment pourront venir apprendre à cuisiner les plats emblématiques locaux et pas seulement. Et bien sûr, nos desserts, tous les plats à base de cacao, on a une filière de cacao qui se développe. Et bien là aussi, on va pouvoir avoir des ateliers et apprendre au grand public ce qu'est la gastronomie créole. Ce n'est pas seulement des professionnels, mais je parlais de grand public. Le public des écoles. Aujourd'hui, dans les écoles, on n'apprend pas à cuisiner. On leur dit qu'il faut bien manger, qu'il faut bien se nourrir, qu'il faut préserver aussi nos produits des terroirs. Mais les écoles n'ont pas les moyens d'apprendre techniquement aux jeunes la cuisine créole. Eh bien, nous avons ces ateliers, nous allons pouvoir les recevoir. Nous allons prendre des partenariats avec les communautés de communes, les municipalités, pour pouvoir former toute cette jeunesse.
Ce projet devrait à terme permettre de développer l'activité économique dans le secteur de la gastronomie. Aujourd'hui, 80% des apprentis de CFA chez nous sont embauchés à l'issue de leur formation. Et puisque nous parlons de projets pour la Martinique, notez que la dernière plénière de la CTM pour l'année 2017 est programmée demain. Pas de questions budgétaires prévues à l'ordre du jour, comme le regrettait déjà Claude Lise la semaine dernière. Les tensions au sein de la majorité inquiètent l'opposition sur les débats à venir. Voyez ce reportage de Sandrine Claude. C'est à une séance plénière de la CTM sous haute tension que l'on s'attend demain. En cause, les derniers remous entre Claude Lise et Alfred Marie-Jeanne. D'autant que pour cette dernière assemblée de l'année, les orientations budgétaires ne seront bel et bien pas évoquées. Une situation que le président de l'Assemblée jugeait déjà alarmante sur notre antenne la semaine dernière. Je pense qu'il a tout d'un coup utilisé ça pour faire diversion parce qu'il est devant des difficultés pour présenter des orientations budgétaires qu'on ne peut pas présenter là en ce moment avant la fin de l'année, voir le budget. Yann Monplaisir, qui a convoqué la presse ce matin, ne se dit pas réellement inquiet sur le sujet. Il privilégie la thèse du temps de la réflexion. Il y a un petit retard dans le débat d'orientation budgétaire. Personnellement, ça ne me choque pas, ça ne me gêne pas, ça ne pose pas de problème particulier. Ça me paraît plutôt bien pour la démocratie. Et nous allons pouvoir faire valoir notre point de vue sur le plan budgétaire. Sur ce qui s'apparente désormais comme une fracture entre Claude Lise et Alfred Marie-Jeanne, le chef de file n'entend pas intervenir directement mais se dit ouvert au dialogue. Je ne veux pas le faire sur la place publique. Je préfère avoir un débat avec Lise ou avec Alfred Marie-Jeanne, voire même avec Serge Etchimi, hors des tréteaux. Parce qu'il y a des choses qu'on doit se dire et qui permettent de faire avancer la réflexion de l'un et de l'autre. Il faut qu'ils puissent les uns et les autres discuter en tête à tête, échanger. Et moi, ce que je souhaite, c'est que nous continuions à travailler ensemble. Pour l'opposition, ces derniers remous témoignent d'une difficile cohabitation au sein de la collectivité. Ils ont accepté de travailler ensemble, qu'ils se mettent ensemble, qu'ils fassent au moins le peu qu'ils peuvent faire ou qu'ils savent faire. Mais dans l'intérêt de la Martinique, je n'ai pas envie que rien ne se passe. Quand on parle des orientations budgétaires, les orientations budgétaires, c'est les grandes lignes, ce que l'on va développer. Ça, c'est toujours fait. Si pour une fois, ça ne peut pas se faire, quel que soit ce que tel ou tel membre dit, voilà, nous réfléchissons, le fait de réfléchir, de pouvoir en fin d'année, de ne pas pouvoir en fin d'année s'orienter et développer des choses, ce fait-là montre qu'il y a une espèce de différence de manière de voir qui ne se mettent pas d'accord alors que c'est un contrat de gestion qu'ils ont. À l'ordre du jour de l'Assemblée plénière qui se tiendra jusqu'à mercredi, la mise à jour des tarifs d'octroi de mer ou encore le cas de l'approvisionnement en énergie de l'usine du Galion. Reste à savoir si les différentes parties pourront collaborer en toute sérénité pour l'intérêt général. Parlons maintenant d'une filière en voie de développement chez nous. L'association Cluster Maritime Martinique vient de lancer une bourse de l'emploi pour rendre les métiers de la mer plus accessibles et attractifs. Une offre de services gratuite à laquelle les intéressés pourront accéder via Internet. Voyez les précisions du président de l'association qui s'exprime face à la caméra de Sandrine Claude. L'idée de mettre en relation directe les demandeurs, les offres d'emploi dans le cadre du maritime d'un point de vue général en Martinique et pourquoi pas sur la Caraïbe. Vous avez des jeunes et des moins jeunes qui ont des diplômes, des brevets, qui recherchent à travailler dans le secteur maritime. Ce sera donc à nous à les aider à cela. Et puis de notre côté, les professionnels qui ont des besoins spécifiques. Ce sera tout simple, nous avons un site. Et sur ce site-là, vous avez un onglet marqué Bourse du travail maritime. Il suffira de cliquer dessus, aussi bien en tant qu'employeur que de demandeur d'emploi, et de suivre très facilement la didactique qui a été mise en place par notre collaboratrice, et qui, elle, se chargera de faire le relais entre les uns et les autres. Restez avec nous à suivre dans un instant. Nous irons en Guyane où les EHPAD de Cayenne ont permis aux aînés de fêter Noël dans la joie et la bonne humeur. Un réveillon un peu en avance que nous avons suivi pour vous. Et puis nous parlerons de littérature pour les tout-petits. Hippo le papa qui couve, un ouvrage d'Annick Sylvestre, qu'Hubert Bornil vous présentera dans notre JT des communes. Plus qu'une semaine avant Noël et les fêtes de fin d'année se multiplient. C'est le cas par exemple en Guyane où les EHPAD de Cayenne se sont regroupés pour offrir aux seniors un réveillon dans la joie et dans la bonne humeur. Voyez cette ambiance captée par nos confrères d'ATV Guyane.
Cette année, les 3 EHPAD de l'île de Cayenne se sont mobilisés pour organiser un Noël commun pour nos aînés. Cette fête, placée sous le signe de la solidarité, a eu lieu lors d'un après-midi festif à l'hôpital André-Rosemont. Nous avons souhaité faire un Noël pour rassembler l'ensemble des personnes âgées de l'île de Cayenne, donc les 3 EHPAD de Cayenne, l'IMED, l'ADAPI, afin de partager un moment convivial et jovial pour finir cette année sur une note positive. Au programme, une messe, un goûter, des artistes et des cadeaux à gagner, tous les ingrédients pour un moment de partage qui a eu l'heure de plaire aux résidents de l'EHPAD. C'est bien organisé, c'est convivial et en plus il y a des IMED. Je passe un bon moment, j'ai bien mangé, oui. Et la musique, c'est la musique me plaît beaucoup, mais je ne vais pas danser. Malgré le travail nécessité par cette parenthèse festive, la joie de nos gangans n'avait pas de prix pour le personnel présent et leur famille. Et justement, en cette période de fête, vous êtes nombreux à vous poser les questions. Est-ce que je vais rentrer dans ma robe? Comment je serai dans mon pantalon? Comment ne pas finir avec une crise de foi? Comme l'année dernière, autant d'interrogations auxquelles nous tenterons de répondre ce soir avec le micronutritionniste Marius Jean-Marie. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, à une semaine de Noël, que faut-il faire pour déjà préparer son ventre? Il faut préparer son ventre en prenant protéger son intestin et protéger son foie, qui sont les 2 organes qui nous permettent de digérer dans les meilleures conditions. Alors pour l'intestin, il faut prendre des probiotiques, mais il ne faut pas prendre n'importe lesquels, il faut qu'ils soient prescrits, parce que ça ne se prend pas comme ça. Et pour le foie, il faut prendre une chardon-marie, par exemple, à ne pas confondre avec le chardon béni, qui lui va agir plutôt sur un autre organe. Voilà. D'accord. Alors, certains optent pour le régime drastique une semaine avant Noël. Je pense notamment à certains collègues, dont je tairai le nom, qui font des régimes très très drastiques. Est-ce que c'est une bonne méthode pour pouvoir se lâcher, par exemple, pendant les fêtes? Même avec un régime drastique, se lâcher n'est pas très très facile. Je crois qu'il faut surtout préparer les organes, parce qu'on peut manger tout ce qu'on veut, hein, mais à condition que les organes de digestion puissent être au point et permettre une bonne digestion. D'accord. Donc, vous avez parlé de choses à prendre. Oui, les probiotiques. Alors, les probiotiques, on en parle de plus en plus, depuis un certain nombre d'années. Ce sont des protecteurs, je schématise, hein, ce sont des protecteurs pour la paroi intestinale et pour le microbiote intestinal. Le microbiote intestinal étant la vie à l'intérieur de l'intestin. Donc, ces probiotiques vont nous permettre de mieux digérer les aliments que nous allons absorber. Plus ils sont riches, plus les aliments seront bien digérés. Mais à cause de ça, il y a un filtre qu'on appelle le foie, qui est souvent négligé, et ce filtre-là, c'est celui qui est chargé de dégrader les graisses. Donc il faut qu'il soit en bon état. Et pour qu'il soit en bon état, il faut le protéger, et il y a des compléments alimentaires adaptés. D'accord. Sans complément alimentaire, ça ne fonctionne pas? Est-ce qu'on ne peut pas juste manger plus sainement? Oui, mais attendez, pour que ça puisse marcher, il faut que nous ayons tous une physiologie au carré. Or, nous savons qu'en Martinique, aux Antilles, qui sait qu'il y a une bonne physiologie? C'est pratiquement impossible. Donc pour cela, il faut se préparer et se protéger. Alors, pour le soir, pour le jour J, alors on nous dit souvent qu'il faut faire moitié féculents, moitié légumes verts, par exemple, pour réussir, enfin pour protéger au mieux le ventre. Oui, mais en revanche, pendant les fêtes de fin d'année, quand on dit à chacun de ramener un repas, il y a très peu qui pensent à ramener des haricots verts. Comment faire? Alors, je ne suis pas très pour les haricots verts, mais c'est un point de vue. C'est un légume vert que je n'aime pas beaucoup parce qu'en fait, il a une bonne réputation, mais il ballonne. D'accord. Ce sont des fibres insolubles et ce sont des fibres qui ballonnent. En revanche... Alors, lequel il faut privilégier? Il faut privilégier tous les autres. Nous avons des gombos chez nous, par exemple. Nous avons des poireaux. Nous avons vraiment toutes sortes d'épinards. Mais enfin, en général, les haricots verts ballonnent. Alors, c'est l'expérience qui me montre ça. Hein. Mais il y a des gens qui supportent ça très très bien, parce que comme nous sommes tous métaboliquement différents, on peut pouvoir très certainement digérer les haricots verts. L'essentiel, c'est que notre intestin et notre foie soient prêts. L'idéal, c'est de manger toujours des légumes verts avec un légume pays et une protéine de viande. Ça, c'est l'idéal. Mais pour que ça puisse être bien digéré, il faut que le légume pays ne soit pas trop cuit. Parce que plus il est cuit, moins il est digeste. Donc il faudra qu'on puisse le couper et pas l'écraser. D'accord. Ça, c'est une des solutions. Voilà. D'accord. Donc il faut penser à ramener des légumes pays, les légumes pays verts pendant les fêtes de fin d'année. Féculents, des pâtés salés et tout ça. C'est juste la digestion qui est importante. Mais
Mais en plus de ça, alors il faut faire une différence entre le réveillon du soir, du 24 au soir, et celui du midi du 25. Alors le 24 au soir, moi je conseille de manger très léger, le plus léger possible, de manger du poisson, de manger des langoustes si ceux qui peuvent, vraiment tout ce qui vient de la mer. Ce qui permet le lendemain matin, au petit déjeuner, là de manger du pâté. Parce que le matin, nous avons des enzymes nous permettant de dégrader le gras. Donc on peut manger du pâté, s'il y en a qui ont la possibilité, ils peuvent faire un petit déjeuner au foie gras. Mais faut supporter ça au matin aussi. Non, mais ça, c'est mieux supporter le matin. D'accord. Parce que nous avons des enzymes qui permettent de mieux le dégrader. Et si jamais vous les mangez le soir, eh bien, en fait, ils ne sont pas dégradés. Ils sont mal dégradés et pas digestifs. Alors, autre tentation, le week-end suivant, celui du réveillon du Nouvel An, il y aura en plus l'alcool, quoique certains privilégient. C'est que le 24, tu vois pas l'alcool. Oui, bon, c'est vrai. Mais bon, disons que le champagne est privilégié le week-end du Nouvel An. Oui. Est-ce que ça se prépare, le fait de la consommation d'alcool ? Il faut préparer le foie aussi, parce que c'est celui qui est responsable de tout cela. Il faut qu'en général, le corps soit prêt à recevoir tous ces aliments-là. Mais c'est possible. Mais il faut le faire en amont. Alors, là, il est encore temps, là. Là, il est encore temps, oui. Il faut prendre quelques précautions, préparer son intestin et son foie. Ça, c'est essentiel. Si on fait ça, on peut passer 2 super réveillons. D'accord. Et pendant l'entre-deux aussi, on fait quoi alors? Parce qu'on a une petite semaine entre les deux. Il faut épurer, il faut nettoyer, il faut épurer, boire un maximum d'eau, éviter l'alcool pendant la semaine, de façon à laisser de la place pour un peu d'alcool le 31 décembre. Très bien. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Et justement, parmi les choses à faire, on va passer au sport, justement. Ça fait partie des choses à privilégier. Oui, alors le sport va permettre d'éliminer un peu d'alcool, mais ça ne fait pas grand-chose. Je pense que la physiologie, c'est préparer son intestin et son foie. Si on fait ça, on est sûr de passer de bons réveillons. Bon, alors voilà, il ne reste plus un peu moins d'une semaine. Merci à vous. Je vous en prie, c'est un plaisir. Allez, place au sport avec un retour comme chaque lundi sur les manifestations sportives qui ont marqué le week-end. La victoire du club Péléen chez les hommes et du Golden Star chez les femmes à la course du souvenir. Pas de surprise en handball lors des 8e de finale de la Coupe de Martinique. Enfin en football, la 12e journée du championnat de Régional 1 a été marquée par la nouvelle défaite du club franciscain. Retour sur un week-end de sport avec Caril Chassol et José Lecherti. Temps fort du week-end, la 78e édition de la course du souvenir est revenue chez les hommes pour la 6e année consécutive au club péléen. Il parcourt la distance entre Saint-Pierre et Fort-de-France en 2 heures, 5 minutes et 25 secondes. La mairie sportive et l'Athletic Club saléen complètent le podium. Chez les femmes, elles partaient du Morne Rouge. Le podium est constitué du Golden Star, de la mairie sportive et de l'Athletic Club saléen. En natation, le meeting du Crédit Mutuel a réuni nos nageurs à la piscine communautaire de la CASEM, une compétition qualificative pour les Carifta Games et les championnats de France, au cours de laquelle quelques belles performances ont été enregistrées. Sport collectif, handball, les 8e de finale de la Coupe de Martinique n'ont pas réservé de surprise. Qualification chez les hommes du Réveil sportif, de l'ASC Dillon-Doubout, de l'ASC Ducos, de l'Étoile de Gondo, de l'USC Citron, du TS franciscain, du MUC et de l'UJ Redoute. Chez les femmes, l'Arsenal, l'USC Citron, l'Entente AS Mondezès Gauloise, l'Aiglon, le Réveil sportif, l'ASC Udorcé Fougnols, le Club Sport et l'Étoile de Gondo se sont qualifiés pour les quarts de finale. En football, le match nul entre le Racing et le Golden Star permet aux Violines de passer les fêtes de fin d'année en tête de la Régionale 1. À noter également la nouvelle contre-performance du club franciscain et la rechute du Golden Lion. Pour le reste, victoire du club colonial, de l'émulation et de l'Aiglon, partage des points dans les autres rencontres. Au classement, derrière le leader arrive l'Aiglon, le club colonial et la Samaritaine. En bas de tableau, l'émulation gagne une place devant le CS Gaspilote et la JS Eucalyptus. En basket masculin, la 9e journée du championnat de N3 a vu les victoires de l'US Ducossaise, du WAX et du Golden Lion, une journée qui se refermera mercredi. Chez les femmes, seule une rencontre a eu lieu. Le Golden Lion s'est imposé. Allez, place tout de suite à notre JT des communes.
Un JT des communes qui commence avec cette grande perte pour la commune de Sainte-Marie. Tiraoul Grivalier, maître Bellet, s'est éteint aujourd'hui à l'âge de 83 ans. Il était considéré comme un véritable ambassadeur de la tradition pour représenter le damier et le Bellet, notamment en France, au Maroc, en Espagne, aux États-Unis, en Guadeloupe ou encore à Cuba. Des hommages sont prévus dans sa commune d'origine, à Sainte-Marie. Nous vous en dirons plus dans nos prochaines éditions. En attendant, je vous propose un extrait d'un de ces clips. Regardez. Moi, sorti Canada, sorti Baba, nous tous dire Baba, ni en bana Baba, moi ça te lève en haut, pas qu'à tirer mon main, la fin couillonne nous, moi ça te lève en haut, quoi qu'on se milo, quoi qu'on se lolo, quoi qu'on descend nous, pas bien qu'on dololo. On reste dans la culture avec Hippo, le papa qui couve, le titre du nouveau livre d'Annick Sylvestre qui s'adresse aux tout-petits. Une belle histoire de douceur que vous présentent Hubert Bornil et Johan Boulard. Regardez. Hippo, le papa qui couve les œufs. Une belle idée de cadeau pour cette fin d'année. Ça va intéresser les tout-petits, 8 ans jusqu'à 12, 13 ans. De belles histoires pleines de couleurs, pleines de cœur, de sentiments. C'est un peu dans un monde merveilleux qu'Annick Sylvestre nous emmène. Une sympathique trame tout en couleurs avec de belles illustrations qui mettent en scène des personnages de la mer tels Maman de l'eau, Spongia l'éponge tubulaire, Astère l'étoile de mer ou encore le soldat Bernard l'ermite. Quel bonheur de faire tournoyer les flocons des fromagers, de s'amuser dans les bambous, puis de s'assoupir au pied des arbres du voyageur. Hippo, le papa qui couve, est en quelque sorte une tranche de vie extraite d'un monde merveilleux. J'aime les contes personnellement, j'aime qu'on m'en raconte, j'aime les écouter. Je suis bouche bée quand on me les raconte. Voilà, je pense que j'ai autant une âme d'enfant quand on les raconte que quand il y a un enfant qui écoute. Les enfants apprécieront sûrement les textes très imagés et pour bien s'ancrer dans le paysage local, le livre a aussi été traduit en créole. Mi grand plaisir fait flèche fromager tout nain fofolle dans ciel, trappé en misement, en didant branche bambou, et puis prend en petit sommeil en bas ses pieds bois. En tout cas, de belles histoires à lire et à se faire lire. N'oubliez pas, Hippo, le papa qui couvre les œufs, demandez-le, il est dans toutes les bonnes librairies. Quelques informations pratiques avant de refermer cette édition. Notez que des coupures de courant sont prévues demain de 8h à 14h au bourg du Saint-Esprit. Des coupures d'eau sont également à prévoir demain de 9h30 à 15h à Fort-de-France, cette fois-ci dans les quartiers Ravine-Vilaine, Redoute et L'Angelier-Bellevue. Enfin, pour ceux qui souhaitent faire un don de sang demain, notez qu'un camion de l'EFS sera stationné de 8h à 13h sur la place Clarissa Jean-Philippe à Sainte-Marie. Et puis, comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la maison du don au CHU Pierre Zop d'Akitman au quartier La Ménard à Fort-de-France. Et c'est la fin de votre journal local et régional, mais ne bougez pas, la tranche info continue. On se retrouve dans une poignée de secondes avec Régine Germani en Tchèque pays. A tout de suite.